BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Marie-Lise Léon. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions et aux nombreuses questions que se posent les Français, à la fois particuliers et dans les entreprises. Vous êtes secrétaire général de la CFDT, qui est le premier syndicat de France. Ce budget qui a donc été présenté hier, il y aura des économies sur la Sécu, il y aura plus d'impôts pour les plus riches, moins d'aides pour certaines entreprises, taxer les grandes entreprises. Est-ce que vous êtes plutôt Michel Barnier, gouvernement, ou MEDEF? Vous avez entendu le MEDEF? Le MEDEF, il dit ce budget va tuer l'emploi. Ouais. Est-ce que pour une fois, vous êtes d'accord? Non, pas du tout. Et je suis ni Barnier ni MEDEF, moi je suis CFDT. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir en quoi ça va changer la vie des travailleurs et des travailleuses. Vous avez évoqué la question sur la sécurité sociale. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact lorsqu'on s'arrête, qu'on est en arrêt maladie? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact quand on est agent des fonctions publiques? Donc on sait qu'il y a des annonces qui ont été faites. Les choses doivent être encore affinées. Et moi, ma boussole, c'est exactement de savoir en quoi ça change la vie des Français, en fait. Et je pense que c'est le sujet du moment. C'est qu'on a un budget, on nous parle de milliards. Et en fait, on n'a pas de retour sur qu'est-ce que ça va changer, à part le fait qu'il faut faire des efforts. Et je pense que les Français sont extrêmement conscients que le sujet de la dette, c'est un sujet important. La question, c'est en quoi les décisions d'aujourd'hui, elles vont impacter directement leur vie au quotidien. Et moi, c'est cette voie-là que je veux porter auprès à la fois du gouvernement et du Parlement. Et on va regarder très en détail, précisément, sur la question du nombre de fonctionnaires, sur la question des économies sur la Sécu, comme vous disiez. Mais globalement, quand vous avez écouté cette présentation du budget par Michel Barnier hier, vous vous êtes dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Oui, il y a quelque chose à faire. Vous estimez que c'est constructif? De toute façon, il faut faire quelque chose. Ça, c'est un fait. On n'a jamais nié le fait qu'il y avait un problème d'équilibre du budget et de déficit record. La question n'est pas non plus donc de savoir... vous soutenez l'état d'esprit. Je soutiens l'esprit de responsabilité qui a toujours guidé ça a toujours été celui de la CFDT depuis des années et des années. Moi, ma question, c'est quoi la justice sociale? Comment on fait en sorte que les efforts soient partagés et que ce ne soient pas les plus fragiles qui en payent le prix le plus cher? Moi, quand j'ai entendu Michel Barnier, je me suis dit, ça tape dur. Ça tape dur, sur les questions écologiques. Michel Barnier s'était engagé à mettre sur le même plan la dette budgétaire et la dette écologique. On se rend compte que c'est 1,9 milliard d'euros de coupe budgétaire sur ce sujet. Moins d'aide, moins de bonus écolo. Mais quand on voit les images des inondations en Essonne, aujourd'hui, on s'est dit, mais il faut faire quelque chose. Donc, le budget, c'est aussi de l'investissement pour la suite. Donc ça, c'est pas au rendez-vous? Ça, c'est pas au rendez-vous. C'est pas au rendez-vous. Et la question de la dette budgétaire, moi, le principal sujet aujourd'hui, si je dois en choisir un seul, c'est je ne veux pas qu'on fasse des agents des fonctions publiques les boucs émissaires. Et donc, la question des services publics, la question de la qualité des services publics, la qualité des conditions de travail des agents des fonctions publiques, elle est au cœur à la fois des citoyens et des agents. Et je ne veux pas qu'on passe le message qu'ils soient eux-mêmes responsables de ce déficit et d'en faire des... Alors justement, Marie-Lise Léon, il y a beaucoup de choses dans ce budget sur lesquelles je voudrais vous interroger, parce que c'est aussi vous qui aurez les clés, notamment les clés des négociations, puisque il l'a dit, Michel Barnier hier, et la ministre du Travail l'a redit ce matin sur RMC, ils veulent a priori vous faire confiance pour renégocier. Donc on va parler apprentissage, on va parler chômage, mais vous parliez à l'instant de la fonction publique. Commençons par là. Baisse du nombre de fonctionnaires, une suppression estimée à 1196 postes, c'est au poste près, avec notamment 500 postes qui seraient supprimés chez France Travail. Est-ce que là, vous estimez qu'il y avait du gras, qu'on peut se passer de ces 500 fonctionnaires? Non, quand on décide que l'éducation est une priorité, quand on sait qu'on a eu des engagements des gouvernements autour de l'idée, et de l'engagement, il faut un prof devant chaque classe. Alors là, il y aura 4000 suppressions de postes d'enseignants. Oui, donc c'est incohérent. Moi, j'écoute ça le matin à la radio, je me dis, c'est quoi la logique? C'est quoi le sens qu'on veut donner à cette qui justifie aux yeux du gouvernement l'idée de supprimer 4000 postes d'enseignants, c'est qu'il y a moins d'élèves dans les classes, c'est la baisse démographique. Ça veut dire qu'on considère que le système éducatif, aujourd'hui, il est satisfaisant. Et moi, je pense que j'entends beaucoup de profs, d'agents des fonctions publiques, de l'éducation, parce que l'éducation nationale, ça n'est pas que les enseignants, c'est aussi du personnel
Mais vous savez qu'on qu'il y a des appelle en classes qui ferment. back-office qui travaillent. Ils disent que ce sera, Oui, ils disent que ce sera notamment les pourquoi on profs de n'utiliserait maternelle et de pas primaire. C'est-à-dire là où ces effectivement moyens? le Oui. nombre d'enfants baisse. Oui, mais du coup, là, on est sur de la règle à calcul. On est dans un tableur Excel. On se dit, il y a moins d'élèves, il faut moins de profs. C'est pas comme ça que il faut se poser la question. Donc, nous, on en appelle à vraiment Quand une on fait un réflexion. budget, c'est un peu un tableau Excel quand même. Ben oui, mais et moi, mon rôle, c'est d'expliquer que dans l'éducation, c'est pas que des enseignants, c'est une communauté éducative, c'est des personnels d'entretien des bâtiments, c'est du personnel sur l'informatique, c'est du personnel qui prépare les examens, par exemple. Et si on tape de façon aveugle dans ces effectifs, à un moment, ça dysfonctionne. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir des réactions, y compris du monde enseignant? Est-ce que vous vous dites qu'il faudra se mobiliser, peut-être même faire grève ou manifester? La meilleure mobilisation, c'est de porter cette voix, c'est d'aller auprès du ministère de l'Éducation nationale et de se dire, aujourd'hui, les décisions telles qu'elles ont été prises, elles sont aveugles. Elles ignorent le travail réellement accompli. Il faut qu'on puisse continuer d'avancer. Vous le ferez ? On le fera auprès de l'Éducation nationale, on le fera auprès de l'ensemble des fonctions publiques. Je crois que le ministre a annoncé un agenda social dès la semaine prochaine. On ira. Ça fait partie de notre boulot de dire voilà ce que vivent au quotidien les agents des fonctions publiques. Voilà ce qui est la réalité du travail et comment on peut éclairer ces données statistiques. Je pense que les Français, aujourd'hui, ils n'ont pas envie que la question de la dette, du déficit, ça soit juste une question d'inspecteur des finances. Il faut que c'est un sujet extrêmement démocratique qui touche la vie au quotidien. Et donc voilà, moi, mon boulot de syndicaliste, pour être utile, c'est de porter cette voix et de faire avancer les choses. Michel Barnier a posé un projet, il va être discuté. Il a prévu lui-même de faire des amendements, donc on va peser autant auprès du gouvernement qu'auprès du Parlement. Et ça va se passer notamment autour de la question des retraites et de l'assurance chômage, puisque sur ces deux points, les négociations vont être à votre main. Ils ont promis de vous faire confiance. La ministre du Travail, d'ailleurs, Agnès Panosian-Bouvet, était mon invitée ce matin sur RMC. Elle promet de vous redonner la main sur le dossier de l'assurance chômage, mais avec un cadre strict. On écoute. On a un vrai sujet aujourd'hui parce que la bataille de l'emploi, elle n'est pas terminée et certainement pas pour les seniors qui ont l'impression de se dire qu'ils n'ont plus leur place dans le monde du travail, passé 50 ans, passé 55 ans. Et je pense qu'il faut qu'on regarde à la fois les reconversions, les entretiens de mi-carrière pour se dire qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je peux tenir sur un métier qui est pénible. Et puis, il y a le sujet des retraites progressives, c'est-à-dire de pouvoir partir progressivement à la retraite en associant travail à temps partiel et retraite. Qu'est-ce que vous répondez à Astrid Panosian-Bouvet ? Moi, je lui dis banco, c'est exactement des sujets sur lesquels on veut amener le MEDEF et l'ensemble des organisations patronales, CPME, U2P, autour de la table de négo. Moi, je dis, on peut négocier rapidement sur ces sujets, ça peut commencer dès la semaine prochaine, et on a un enjeu sur la question des seniors. Ne pas avoir d'accord sur les seniors, c'est considérer que le problème n'existe pas. Vous savez qu'aujourd'hui, 40% des seniors des personnes qui arrivent en retraite ne sont pas en emploi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire... En fait, ils ne travaillent déjà plus. Ils ne travaillent déjà plus. Donc, on a un vrai sujet. Si tout le monde partage ce constat, on doit pouvoir trouver un accord. Pour la CFDT, c'est retraite progressive dès 60 ans, sans obstacle, sans condition, pour permettre justement, que les personnes restent en emploi dans les entreprises. Il y a d'autres leviers qu'il faut pouvoir aussi activer. Donc, c'est-à-dire que les entreprises, elles doivent s'engager à embaucher des demandeurs d'emploi seniors. Vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes senior, vous êtes au chômage. Mais il faut des contreparties. Vous êtes deux fois plus longtemps au chômage. Les contreparties, elles sont dans l'accord assurance chômage. Quand la ministre évoque la question de l'équilibre budgétaire, nous, on a fait le boulot. On a fait le boulot. Oui, vous avez fait le boulot, en mais justement, responsabilité. le précédent gouvernement, Gabriel Attal, il a pris votre copie et il a dit non, je n'accepte pas, je ne le prends pas, il l'a jeté à la poubelle. Parce que son problème, c'est pas l'emploi. Son problème, c'était le budget. Il voulait pomper 3-4 milliards d'euros de plus sur le dos des chômeurs. Donc nous, on dit non. Vous savez, sur 10 ans, on va être sur 12 milliards d'euros d'économies faites sur le régime d'assurance chômage qui vient alimenter le budget de l'État. C'est pas une variable d'ajustement. Donc, nous, on dit stop. En responsabilité, on a conclu un accord à la fin de l'année 2023. Il demande un certain nombre d'efforts à certains demandeurs d'emploi. Il facilite l'accès au chômage pour les plus jeunes, notamment. Et maintenant, je pense que les organisations syndicales signataires, elles ont fait le boulot. On a fait notre part du chemin. Maintenant, c'est au patronat d'avancer sur les seniors. Ce que je trouve très intéressant, Marie-Lise Léon, si je vous écoute depuis le début de cette interview, c'est que je vous sens plutôt plus confiante dans ce gouvernement-ci, le gouvernement de Michel Barnier, que dans celui de Gabriel Attal. Pourquoi ? Parce qu'il a
Alors, confiante, je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas, eu le temps de nous décevoir. Donc, pour le moment, je dirais, on attend de voir comment les promesses vont être tenues. Non, mais les n'en soyez pas gênés. engagements. Non, soyez pas gênés. Je veux dire, vous pouvez gênée. assumer. Il y a quelque chose effectivement d'assez Vous savez, un syndicaliste, il choisit mais intéressant. pas son moi, j'ai pas choisi. Je choisis pas les premiers ministres. Moi, les questions de casting, ça ne m'intéresse pas. Donc la méthode, elle a été annoncée. Ça veut dire que la méthode, cette méthode-ci, vous avez effectivement le sentiment d'être pris davantage au sérieux, d'être mis davantage en responsabilité, d'être plus écouté. En tout cas, des premières semaines, c'est plus le cas par rapport à des gouvernements où on nous avait fait 1000 promesses qui n'ont jamais été tenues. L'apprentissage, voilà un des points sur lesquels, notamment, et c'était la réaction de Patrick Martin du MEDEF, qui estime qu'il y aura des milliers d'emplois qui ne seront pas créés, notamment d'apprentis qui devaient être embauchés. Les aides sur l'apprentissage, qui étaient de 6 000 emplois à l'embauche, vont sans doute passer, 6 000 euros, pardon, à l'embauche, vont sans doute passer à 4 500 euros. Et il y aura une modulation, sans doute, du niveau en fonction du niveau de qualification de l'apprenti. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'apprentissage après ces annonces ? Moi, je pense que si les entreprises, elles sont sincères et qu'elles ont envie de faire l'apprentissage, elles auront encore les moyens de faire l'apprentissage. Le constat qu'on a, nous, fait, et on a alerté régulièrement le ministre du Travail, c'est qu'il y avait beaucoup d'effets d'aubaine, notamment autour des contrats d'apprentissage pour les plus diplômés, c'est-à-dire des entreprises qui bénéficiaient d'un certain nombre d'aides. Donc là, vous partagez le constat du gouvernement. Moi, vous êtes même de ceux qui les ont alertés. Nous, on les a alertés depuis plusieurs années. C'est-à-dire que l'apprentissage, c'est un coût non négligeable. C'est en même temps un investissement pour l'avenir, pour l'accueil des plus jeunes dans le monde de l'entreprise. Et donc, et à un moment où on demande à tout le monde de faire des efforts, je pense que les entreprises... Mais ça marchait. Ça marchait, mais un peu vous voulez dire, gonflé par... Ça peut marcher aussi bien avec moins d'effets d'aubaine. Donc vous estimez que les entreprises vont continuer à embaucher dans l'apprentissage. Ils poussent des cris d'orfraie, mais parce qu'on leur enlève quelque chose. Donc je pense que ça fait partie des réflexes de crier au scandale. Mais dans la réalité, je pense que ça va limiter les effets d'aubaine et donc c'est bon pour les finances publiques. Parce que la question vous du faites confiance déficit... au gouvernement quand il dit qu'il va moduler au niveau de qualification? Je voudrais bien qu'on précise pour que tous ceux qui nous écoutent le comprennent bien. Au fond, aujourd'hui, ça a été assez positif pour les entreprises, mais au point que même des jeunes qui n'ont pas forcément besoin de cette logique d'apprentissage, qui sont notamment les plus diplômés, en fait, étaient embauchés avec ce système-là, ce qui permettait aux entreprises de faire des économies sur leur embauche. Le problème, c'est que ceux qui sont le plus inquiets ce matin, c'est notamment les artisans bouchers. On avait Mathieu qui nous a appelé sur RMC, qui est artisan boucher, qui disait « mais moi, sans mes apprentis, je ne peux pas m'en sortir ». C'est tout ce matin Mélanie qui nous a appelé, qui est à la tête d'une auto-école, qui s'apprête à embaucher un jeune en contrat pro pour 18 mois et qui redoute de perdre cette aide de 6 000 euros. Est-ce que ceux-là ne vont pas se retrouver pénalisés? Non, si c'est modulé en fonction du niveau de qualification, non. Là, l'idée de limiter les effets d'aubaine, c'est de limiter la prise en charge pour des entreprises qui prennent des apprentis de bac plus 5. On est sur un niveau de qualification élevé qui ne répond pas à la priorité. L'apprentissage, la relance de l'apprentissage, c'était aussi relancer les formations des premiers niveaux de qualification. Et c'est hyper important que notre système, aujourd'hui, il réponde à ces jeunes. Marie-Lise Léon, la Sécu et la santé, le plafond d'indemnisation des arrêts de travail d'abord, il va passer de 1,8 SMIC à 1,4 SMIC. Ça veut dire que concrètement, ça sera probablement moins bien remboursé, avec une difficulté, c'est que les entreprises vont justement devoir sans doute prendre en charge la différence. Oui, je pense que ça fait partie des efforts que les entreprises doivent faire. Quand je dis qu'un budget, le budget, il doit permettre de réduire le déficit. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts. Il faut qu'il y ait plus de recettes et il faut qu'il y ait moins de dépenses à un moment. Que les entreprises contribuent à cet effort, ça me semble normal. C'est comme ça qu'on aura une justice sociale, une justice fiscale et qu'il y aura une acceptation aussi des citoyens et des citoyennes si tout le monde fait des efforts. Il aurait dû vous embaucher.
Qui donc? Michel Barnier. Ah bon? Non, mais là. Non, mais là, je trouve ça clairement, intéressant. Non, mais d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu de syndicats défendre aussi ardemment des coupes budgétaires et un budget. Mais je veux dire, ce n'est ni un reproche, mais je suis effectivement extrêmement surprise. Ça fait des années que je reçois que je reçois aussi vos prédécesseurs, que ce soit Laurent Berger, que ce soit la CGT. Et a priori, vous êtes souvent contre. Là, pour une fois, vous dites, bah chiche, on y va. Bah, chiche, on y va parce qu'on n'a pas le choix. Vous avez vu l'ampleur de ce déficit. C'est-à-dire qu'à un moment, si on veut pouvoir se projeter vers l'avenir et pouvoir avoir des investissements, pouvoir continuer d'avoir une sécurisation des parcours professionnels avec la sécurité sociale, etc., il faut pouvoir agir en responsabilité. Alors, ça a l'air de vous étonner. Ça a été la ligne de conduite de la CFDT pendant des années. Depuis toujours. La question, c'est aujourd'hui. Vous estimez qu'en fait, ce budget, il est davantage juste, il est plus juste? Non, pas forcément. La question, et c'est que le début. C'est que moi, mon enjeu, c'est de, faire entendre la voix des travailleurs, de dire à un moment, on ne regarde pas tout qu'à l'aune de tableau Excel et qu'est-ce qui est impacté directement dans la vie des gens. Parce que taper sur les agents des fonctions publiques, dire qu'on diminue les effectifs, ça a un impact direct sur la qualité du service public. C'est un message extrêmement fort qui a été exprimé au moment des élections législatives. On parlait tout à l'heure des 500 fonctionnaires en moins à France Travail. Est-ce que vous imaginez un impact? Oui, bien sûr. Ça a un impact direct sur l'activité de conseillers qui vont devoir traiter plus de dossiers, avoir un accompagnement plus intense aussi, parce qu'ils vont devoir s'occuper de personnes plus éloignées de l'emploi avec les allocataires du RSA. Donc, bien entendu que... Et moi, mon rôle, c'est d'expliquer qu'est-ce que ça change dans leur vie et qu'est-ce qui est possible de faire, comment on peut parler de conditions de travail, d'organisation du travail. Et c'est ça qui est au cœur de cet enjeu du budget aujourd'hui. C'est que si on veut de la justice sociale, il faut tenir compte des réalités. Une question également qui est celle des retraites. Alors il y a 2 points. Il y a un point qui est la question de la revalorisation des pensions de retraite. Le gouvernement n'a pas reculé sur cette idée de repousser ça. C'est un des points sur lesquels vous serez vigilant? C'est profondément injuste. Vous savez qu'il y a 2 millions de retraités pauvres et traiter de façon uniforme l'ensemble des retraités, je trouve ça jusqu'à 40 € par mois qu'ils ne vont pas toucher alors qu'ils devaient les toucher. Il y en a pour qui c'est extrêmement important. Donc, si on peut faire de la modulation sur les contrats d'apprentissage, pourquoi on ne peut pas le faire en fonction des niveaux de revenus des retraités? Donc, éventuellement repousser la revalorisation pour les plus grosses retraites? Mais pas pour les plus petites? Mais pas pour les plus petites. Ça permettrait, comme vous dites, c'est 30, 40 € pour certaines personnes. C'est important. Quand au quotidien, on compte ces euros. Et c'est là que, quand je dis il faut parler de la vie réelle des gens, c'est qu'on nous parle de milliards quand certains de nos citoyens comptent leurs centimes d'euros. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire en sorte d'articuler un peu plus intelligemment ce que vivent les citoyens avec les enjeux macro aujourd'hui de la dette et puis sur les retraites, il y a aussi la question de la réforme des retraites. Dans 20 jours exactement, le RN aura sa niche parlementaire, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils pourront être en mesure de proposer d'eux-mêmes une loi. Et ce qu'ils voudraient, c'est revenir, tout simplement, supprimer la réforme des retraites. Est-ce que là, vous vous dites, bah oui, ok, on est du côté du RN? C'est pas le projet du RN. Là, le RN, il se fait d'abord un beau coup de com. Il se fait de la pub pour pas cher sur le dos des salariés, en leur faisant croire que cette réforme, elle va avoir du bon pour eux. Ce que propose le Rassemblement national, c'est de supprimer les 64 ans, c'est de supprimer l'augmentation du nombre d'années de travail. Aujourd'hui, on est à 43 années. Il propose de repasser à 42. Et il nous laisse une facture de 25 milliards d'euros. Donc c'est absolument pas tenable. Donc ça n'est pas ce qu'ils vendent. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Pour la CFDT, la réforme des retraites, idéale, ce qu'il aurait fallu faire depuis des années, c'est la réforme à la carte. Revenons sur ce sujet. Revenons sur un système universel. On ne traitera la question des inégalités à la retraite que si on a un système. À la carte, c'est un système qui définit des règles qui soient pareilles pour tous et toutes, qui permettent de traiter la question des salariés du secteur privé, des agents des fonctions publiques, où en fonction du travail que l'on a, on peut avoir, donc on a des points
par exemple. C'est la fameuse retraite par points. C'est la retraite par points. On a des points de C'est d'ailleurs ce bonus. qu'avait promis Emmanuel Macron avant, En 2017, au départ. exactement. Il a renoncé politiquement, il est allé vers la facilité en disant on va juste bouger le curseur. Donc, on ne règle pas la question donc de la supprimer la réforme telle pénibilité. qu'elle a été faite et remettre une réforme par points, ça, vous serez au c'est rendez-vous si on vous le propose. Ça, c'est le sujet aujourd'hui de la CFDT pour les retraites, c'est le système universel à la carte, à points, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est le passage obligé d'un système de retraite où on traite véritablement la question des inégalités, la justice sociale, la prise en compte de la pénibilité, les écarts entre les hommes et les femmes. C'est la seule voie de passage. Merci Marie-Lise Léon de Merci nous avoir beaucoup. réservé votre réaction donc à ce budget présenté hier. Vous êtes la secrétaire générale de la CFDT et on a entendu votre message ce matin, chiche au fond, et maintenant vous vous emparez de ce dialogue social.